Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Nous sommes en direct d'un colloque organisé par Bruxelles Laïque, xénophobie et hospitalité, qui s'articule autour de deux questions finalement. Le rejet de l'autre, de l'étranger, est-il universel? Et comment inventer de l'altérité sans hostilité? L'enjeu n'est pas tant aujourd'hui de s'arrêter aux affects de haine, même si il faut les identifier et les interroger pour les contrer. J'ai le plaisir pour ce faire de recevoir deux invités aujourd'hui. Caroline Sagesser. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes historienne au Centre de recherche et d'information sociopolitique CRISP. Et Édouard Delruel. Bonjour Édouard. Bonjour. Édouard Delruel, vous êtes donc philosophe à l'Université de Liège et président de Solidaris, Mutualité Socialiste. Avant de vous donner la parole, Caroline et Édouard, j'aimerais rappeler le contexte de ce colloque qui vient ouvrir la voie à une année de campagne d'éducation permanente 2023 du Centre d'action laïque, les extrémismes, notre prison. Pourquoi cette campagne? Hervé Parmentier nous l'explique. Il est secrétaire adjoint du Centre d'action laïque. Alors, les extrémismes de notre prison, donc ça c'est la campagne du Centre d'action laïque annuelle d'éducation permanente pour 2023, effectivement préparatoire aux élections 2024. De quoi on parle? Parce que les extrémismes, ça c'est un phénomène multiple. On parle d'extrémisme politique, de gauche, de droite, extrémisme religieux, extrémisme en matière économique, en matière environnementale, on parle même d'extrémisme laïque. Et donc on a voilà, beaucoup de phénomènes. Et qu'est-ce qu'on entend nous au Centre d'action laïque par extrémisme? On entend ces doctrines ou ces attitudes dont les adeptes adoptent un mode de pensée comment dire, excluant en quelque sorte. Un mode de pensée qui se veut d'une façon ou d'une autre un peu supérieur aux autres, qui a plus de légitimité et qui donc voilà, vaut davantage. Et les adeptes de ce type de courant extrémiste ont une tendance, une propension à essayer d'imposer leur vue à l'ensemble de la société. Ça repose souvent sur une logique du coup de eux contre nous, et donc en ce faisant, on dégrade en quelque sorte l'intégrité du corps social, et surtout, on complique très fortement les conditions d'un débat démocratique, puisque ce débat démocratique devient, pour ainsi dire, impossible à partir du moment où l'un prétend avoir raison au-dessus de ce que l'autre pourrait penser. Des débats tout au long de l'année, d'éducation permanente, informer, c'est le mot d'ordre évidemment. Alors c'est vraiment ça, parce qu'une campagne d'éducation permanente, ça a pour objectif effectivement d'analyser un certain nombre d'éléments, mais aussi de susciter le débat, de susciter la pensée critique et d'aboutir à des propositions. Et sur ce sujet des extrémismes qu'on considère comme dangereux, il y a beaucoup à dire. D'une part, ces extrémismes, ils enferment les gens dans des silos de pensée. Finalement, on les empêche de penser librement, on bride la capacité d'expression, la liberté d'expression, et puis d'autre part, encore une fois, ça affaiblit le débat démocratique. Et donc, il y a quelque chose à dénoncer. On dénonce donc ces extrémismes comme étant notre prison, parce qu'ils nous enferment, ils cadenassent le débat démocratique. Et donc, effectivement, une campagne de longue haleine que le CAL va entreprendre sur tout le territoire de la communauté française, avec un grand nombre de ces régionales, avec un grand nombre des associations qui constituent le mouvement laïque, et on clôturera le tout à la fin de l'année, au mois de décembre, à l'occasion finalement des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est pas étonnant, par rapport à ces problèmes d'extrémisme, qui sont des oppositions entre les uns et les autres, ou des cristallisations de forces contraires au sein de la société, la réponse, c'est souvent les droits humains, et on revient aux fondamentaux. Et là, les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme comme conclusion par rapport à ces questionnements sur les extrémismes, ça nous paraissait tout à fait approprié. Voilà, et aujourd'hui, ce colloque ici à la Tricoterie, organisé par Bruxelles Laïque sur ces questions de xénophobie, Édouard Delruel, on ne peut pas l'ignorer et le feindre. Si le CAL lance une campagne pour prévenir les extrémismes en vue des élections, si on parle aujourd'hui de xénophobie, c'est que nos démocraties vont mal. Quelles sont les idées simplistes des extrêmes? Il y a deux termes dans cette journée qu'on a un petit peu sortis de leur contexte, bouc émissaire et xénophobie. Alors ma question c'est, faut-il philosophiquement absolument un bouc émissaire, terme que vous n'aimez pas d'ailleurs, et qu'est-ce que représente ce terme de xénophobie? Alors, effectivement, je vais expliquer pourquoi je n'aime pas trop le terme bouc émissaire, même si on peut aussi quand même l'employer, mais il faut faire un peu attention à ce terme. Mais surtout, il faudrait définir chacun des termes. La xénophobie, le racisme, ce sont deux choses différentes. La production de figures menaçantes, c'est encore peut-être autre chose. Des sentiments comme la xénophobie, le racisme sont aussi indissociables d'autres tels que le sexisme ou l'homophobie. Donc, et moi je plaide premièrement pour qu'on ait une approche
holistique et globale, c'est-à-dire que l'extrémisme, la xénophobie, le racisme ne surgissent pas comme ça. Je ne crois d'ailleurs pas que le racisme soit universel. Je pense que c'est un phénomène spécifique à la société moderne. Les Athéniens n'avaient pas besoin du racisme pour justifier l'esclavage ou les guerres, par exemple. Bon. Il y avait peut-être de la xénophobie, mais peut-être pas du racisme. Donc, il faut toujours resituer des phénomènes comme le racisme ou la xénophobie dans leur contexte socio-économique et socio-historique. Et actuellement, et Caroline le dira mieux que moi, nous sommes dans une période de crise, de fracture, de déclassement, de sentiment de déclassement, de perte de repères pour beaucoup de populations et beaucoup d'individus. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut expliquer des phénomènes tels que la xénophobie et le racisme. Et donc il y a peut-être quelque chose qui est opératoire, une grille de lecture qui est opératoire, c'est celle du grand anthropologue et économiste Karl Polanyi, dans La Grande Transformation, qui explique que quand une société se marchandise à outrance, quand tout devient marchand, ce qu'il appelle le désencastrement de l'économie par rapport à la société, eh bien, la société entre dans un processus de destruction, parce que la marchandisation, à un moment donné, commence à détruire nos milieux de vie humains, naturels et symboliques et culturels. Et lorsqu'il y a une telle destruction, un tel désencastrement, eh bien, il y a forcément une réaction de la société qui essaie de se protéger. Et qui essaie de se protéger, non pas, hélas, en démarchandisant, mais qui essaie de se protéger par des réflexes protectionnistes, identitaires, autoritaires. C'est ce qui faisait dire à l'époque à Karl Polanyi que pour comprendre le fascisme allemand, il fallait remonter à l'Angleterre de Ricardo, Ricardo étant le grand théoricien du libéralisme. Voilà. Et donc je pense qu'il faut d'abord resituer ce que nous vivons dans un contexte global. Et puis après, d'essayer de définir concrètement les choses. Et deux choses ici pour redéfinir les termes. Un, quand on parle de bouc émissaire, le bouc émissaire, c'est un rituel religieux lié à des théories de René Girard qui estime que dans une société, il y a une violence endémique et que le bouc émissaire, c'est quand la société va concentrer sa violence sur une victime expiatoire pour recomposer son unité symbolique. Je ne pense absolument pas qu'on puisse dire aujourd'hui que les populations qui sont racisées, qui sont marginalisées, seraient des victimes sacrificielles qui sont, dans ce cas-là, d'ailleurs, maudites mais aussi honorées. Je pense qu'on ne peut pas faire ce rapprochement. Et donc, si on utilise le terme bouc émissaire, de ne pas aller vers cette théorie qui ne me semble pas opératoire. La deuxième chose, c'est que quand on parle de l'autre, quand on parle de l'étranger, il faut quand même à un moment donné appeler un chat un chat. Ce n'est pas n'importe quel autre et n'importe quel étranger. Allez, très clairement, lorsqu'on emploie ces termes-là, on pense aux migrants non européens et on pense même peut-être aux Syriens et à l'Éthiopien et même pas à l'Ukrainien, parce que l'Ukrainien, il est chrétien et il est blanc. Donc l'autre, quand on parle de l'autre, on parle en fait d'un subalterne, on parle de quelqu'un qui est infériorisé, qui est dans une position d'infériorité, de dépendance à la fois matérielle et symbolique. Et à nouveau, on doit resituer ces subalternes dans le contexte socio-économique dans lequel nous nous trouvons. Donc prenons garde de ne pas trop psychologiser, de ne pas trop moraliser avec des termes comme bouc émissaire ou autre ou étranger, alors qu'on parle en fait de populations subalternes. Et donc la question principale, c'est comment on réalise une véritable égalité juridique, politique, mais aussi matérielle, économique. Comment est-ce qu'on donne accès à tous à l'éducation, à l'emploi, à la santé, à la sécurité sociale, mais aussi à l'émancipation, à la libre pensée. Donc c'est l'ensemble des déterminants qui doivent être pris en compte si on veut aborder avec pertinence la question de l'autre et de l'étranger. On y reviendra, vous proposez aussi, enfin vous faites des propositions, notamment vous avancez un théorème de Castel et de termes de désaffiliation, rendre plus de citoyenneté tous les jours. On y reviendra juste après. Caroline, je voulais voir avec vous, vous êtes donc historienne. Est-ce que, historiquement, les hommes, les peuples ont toujours été xénophobes, ou est-ce que ce contexte aujourd'hui d'ouverture au monde déconcerte plus, parce qu'on est plus amené à vivre en communauté avec d'autres et voilà, que c'est un grand village global et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ?
Alors moi je pense qu'effectivement la xénophobie, et je rejoins Édouard Delruel, peut-être pas le racisme, mais la xénophobie est quelque chose d'assez inhérent à la nature humaine, de se sentir angoissé, voire menacé effectivement par quiconque est perçu comme étranger au groupe, comme venant d'ailleurs, comme venant menacer la cohésion sociale du groupe, ses valeurs, comme venant provoquer une rupture dans l'entre-soi. Alors, il ne faut pas non plus, je pense, trop dramatiser la période dans laquelle nous vivons. Le racisme, lui, je considère que c'est effectivement une théorie de hiérarchisation des races qui s'est cristallisée au XIXe siècle, qui a trouvé son apogée tragique dans les événements de la Deuxième Guerre mondiale et dans le génocide des Juifs, des Roms et des Tziganes, et que nous avons depuis lors fait un certain nombre de progrès. Mais effectivement, on sent bien que ces progrès ne sont pas définitivement acquis, et que dans nos sociétés d'Europe occidentale, la mondialisation a amené la rencontre de groupes de populations nouveaux, avec lesquels on n'était pas forcément préparé à cohabiter, qu'il n'y a pas non plus une action politique extrêmement proactive pour favoriser cette cohabitation, pour générer une nouvelle forme de vivre ensemble. Et donc, comme nous vivons maintenant, je dirais, une situation de crise multiple, pandémie, guerre en Ukraine, risque climatique, déclassement socio-économique, on est peut-être dans un moment de résurgence de la xénophobie, du racisme, alors que dans la période précédente, la prospérité économique, le progrès pour tous semblait une donnée beaucoup plus assurée, donc on était moins enclin à s'arrêter à ces questions-là et à questionner finalement, je dirais, l'égalité des droits de nos voisins. Comme on parle plus largement de la campagne du Centre d'action laïque sur les extrémismes, notre prison, est-ce que ces peurs-là de l'autre, la xénophobie, le racisme, c'est vraiment le terreau le plus favorable, finalement le plus simple, qui remue le plus nos émotions pour aller chercher un électorat? C'est un terreau effectivement facile à exploiter pour quiconque y est enclin. Ce n'est pas le seul terreau. Et on a en Belgique une situation spécifique qui nous rend peut-être plus vulnérables à certains extrémismes, et je pense évidemment à l'extrême droite, qui est la première menace pour la démocratie. Les derniers sondages nous indiquent que le Vlaams Belang pourrait séduire aux prochaines élections un électeur flamand sur 4, ce qui est absolument énorme, être le premier parti de Flandre. Alors évidemment, le fonds de commerce du Vlaams Belang se trouve au croisement de plusieurs rejets, donc il y a effectivement ce rejet de l'autre, de l'étranger, un fonds de commerce xénophobe et raciste, et puis il y a aussi le rejet de l'autre francophone qui est perçu comme ne faisant pas partie, je dirais, de la nation flamande, et c'est la conjonction de ces deux éléments qui rend, à mon avis, l'extrême droite flamande particulièrement redoutable. Et puis vous dites aussi que la décrédibilisation du monde politique, les mauvais débats des partis politiques clivent les gens. Oui, alors la difficulté, c'est qu'évidemment, le débat politique se nourrit aussi de la controverse, et sans doute davantage aujourd'hui, à l'heure de l'immédiateté des réseaux sociaux qu'autrefois, où on prenait plus le temps d'élaborer une pensée politique à travers des interviews un peu plus longues. Donc effectivement, il y a un risque de réactions politiques en cascade, parfois irréfléchies, et qui effectivement viennent nourrir un débat politique extrêmement exacerbé, et qui quelquefois, même dans le chef de partis politiques démocratique, ne résiste pas à la tentation d'une saillie facile ou de caresser les mauvais penchants de l'électeur, un peu dans le sens du poil. Vous dites évidemment, et Édouard aussi, il faut éduquer, c'est ce que le CAL tend à faire par cette campagne d'éducation permanente. Vous dites aussi, Caroline Sagesser, que plus de participation citoyenne sur une base de démocratie directe serait utile. Édouard, vous n'êtes pas trop d'accord avec cela? Participation citoyenne ou alors citoyenneté quotidienne? Dites-moi l'un et l'autre vos points de vue. Caroline. Bien, disons que moi je suis frappée par le fait que, sur base d'un constat largement partagé, à savoir l'essoufflement de la démocratie représentative, on met en place des demi-solutions en Belgique. Donc on met en place des assemblées citoyennes participatives, mais dont les décisions ne seront pas contraignantes. On met en place des consultations populaires, et puis ensuite on s'assied sur le résultat. Un exemple, à l'automne dernier, on a consulté les citoyens de Bastogne et Bertogne pour savoir s'ils souhaitaient que leur commune fusionne. Et je suis assez convaincue qu'effectivement
effectivement, la démocratie, on va pouvoir la revitaliser au niveau le plus bas de l'action politique, c'est-à-dire celui de la commune, et peut-être que Édouard Delruel et moi pouvons être d'accord sur ce point-là. Et donc on a consulté les citoyens de ces deux communes pour savoir s'ils désiraient fusionner, et à une écrasante majorité, ils ont dit non. Mais ensuite, on a décidé que parce que le quorum de participation n'avait pas été suffisamment élevé, eh bien on ne tiendrait pas compte de l'avis de ces citoyens. C'est évidemment, à mon avis, ce qu'on peut faire de pire, consulter les gens et puis ne pas tenir compte de leur avis. Donc je suis effectivement assez favorable à des consultations citoyennes avec résultats contraignants, moyennant effectivement des conditions de quorum, et je pense que la démocratie doit d'abord se vivre au premier niveau de l'action politique et donc au niveau de la commune, et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de donner la parole aux citoyens. Édouard, c'est un peu ça, mais vous penchez plus vers une participation citoyenne quotidienne, de tous les jours et de quartier presque. Oui, mais je suis bien d'accord que la pire des choses, c'est de demander l'avis des gens et puis de ne pas en tenir compte, ça c'est certain. On a vu aussi d'ailleurs au niveau européen, après les référendums du non au traité constitutionnel européen, que finalement avec le traité de Lisbonne, on a quand même fait à peu près la même chose, et les gens, les populations européennes ont été à juste titre très fâchés de cela. Ce que je veux dire, c'est la crise de la démocratie représentative. Pour moi, c'est parce que comme il n'y a presque plus rien à vraiment décider, comme il n'y a plus de véritables choix, de véritables alternatives. Comme disait une politologue avec laquelle je ne suis pas toujours d'accord, Chantal Mouffe, elle dit de plus en plus, les partis politiques, la différence, c'est Coca et Pepsi. Alors évidemment, les gens se désintéressent de la démocratie représentative, puisque celle-ci ne peut pas en fait poser de véritables alternatives. La deuxième chose que je veux dire, c'est que plutôt que des panels citoyens, des conférences de consensus, des G1000, etc., moi je pense qu'on le voit, ce qui permet de revitaliser la démocratie, ce qui a permis d'ailleurs de la faire vivre pendant des dizaines d'années, c'est ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire des syndicats, des mutualités, des associations importantes dont le CAL fait partie d'ailleurs, d'éducation permanente et autres, Présence Action Culturelle, le MOC dans le pilier chrétien, bref, des organisations qui précisément sont ancrées dans le terrain, sont ancrées proches des gens, mais qui sont aussi capables d'aller porter au plus haut dans les sphères de l'État, notamment dans la gestion paritaire de la sécurité sociale pour ce qui est des mutuelles et des syndicats, par exemple, d'aller porter cette parole. Donc moi, je crois plutôt à la formule des corps intermédiaires plutôt que de la démocratie participative telle qu'on en a parlé tout à l'heure, mais je ne suis évidemment pas du tout opposé à ces formules-là. Et là où je suis bien d'accord, c'est que la démocratie, ça doit être, ou la citoyenneté, ça doit être une citoyenneté concrète, locale, et que la brique en quelque sorte, ou la cellule, c'est la commune. Ça, je suis bien d'accord. Edgar Schotz dit un petit peu comme vous, Édouard et Caroline, président de la Ligue des droits humains, avec une participation dont il faut peut-être plus aller s'intéresser, en tout cas étudier le phénomène, avec l'accueil des migrants qu'on a connu ces dernières années. On l'écoute. Oui, ça passe par des choses très pratiques, c'est vraiment intéressant parce que ce mouvement de l'hébergement qui a impliqué plus de 40 000 personnes, dans ces 40 000 personnes, la grande majorité n'étaient pas des militantes au préalable, c'était pas des gens qui étaient engagés dans la cause antiraciste depuis des années, et c'est des personnes qui pouvaient avoir l'un ou l'autre préjugé à l'égard des Africains, à l'égard des musulmans, mais qui trouvaient tout simplement qu'on ne pouvait pas laisser dormir des gens dehors par -5, et qui, à l'occasion de rencontres proches, d'hébergements quotidiens, ont fait tomber toute une série de ces préjugés que j'évoquais. Et donc, bon, c'est un truisme, évidemment, mais c'est par la rencontre et par... En fait, là ils ont poussé le vivre ensemble assez loin, on va dire, puisque c'était vraiment vivre ensemble sous le même toit. Mais il y a rien de tel que de mettre des visages sur des chiffres, des noms sur des fantasmes, pour se rendre compte que l'autre n'existe pas. Il y a une infinité d'autres qui sont tout aussi divers que nous sommes divers à l'intérieur de notre communauté. C'est une des manières de construire de l'altérité sans hostilité. Il y a d'autres pistes. Oui, la première piste, c'est peut-être de se rendre compte qu'on a de la chance en Fédération Wallonie-Bruxelles d'avoir une identité assez floue, pas très articulée, à une histoire nationale claire.
La Belgique, plus grand monde n'y croit. En Flandre, il y a vraiment un projet flamand qui sous-tend une identité très forte, ou l'inverse. Côté Bruxelles et Wallonie, déjà on ne sait pas comment appeler ça. On ne sait pas s'il y a la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, les régions wallonnes et bruxelloises. Voilà, ça crée une identité floue et donc sans doute plus ouverte à l'altérité, à l'hospitalité. Et donc c'est peut-être quelque chose sur lequel on doit capitaliser. Ça pose des problèmes d'un certain côté, mais ça laisse des ouvertures d'un autre. À la Ligue, comment ça se passe aujourd'hui et quotidiennement? Est-ce que les luttes ont changé? Est-ce qu'on sent une évolution? Comment ça se passe? Alors on est à un tournant d'une certaine façon, puisque notre mode d'action principal jusqu'ici, ça a été les recours juridictionnels. Ça a été d'aller devant principalement la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État pour contester des normes ou des décisions administratives. Et on continue à le faire et on gagne. Ce qui est nouveau et ce qui fait qu'on est à un tournant, c'est que désormais, en tout cas sur la question migratoire, le gouvernement s'assied sur ces décisions de justice. On a des tas de cours et tribunaux à tous les échelons possibles et imaginables qui nous donnent raison, et un gouvernement qui, en réponse à des décisions de justice, dit mon électorat n'est pas prêt, il n'y a pas de volonté politique. Et donc là, on va devoir réfléchir à ce qu'on peut faire. Alors on n'est pas un mouvement d'activistes, on n'a pas vocation à occuper des bâtiments, on peut avoir vocation à soutenir des personnes qui occupent des bâtiments, mais disons que c'est vraiment une crise identitaire pour nous d'être à ce moment où, au fond, dans notre mode d'action, on n'a jamais autant gagné et ça n'a jamais eu aussi peu d'impact dans le réel. Enfin, la campagne du CAL qui est lancée là maintenant, avec cette journée ici sur la xénophobie, vise à éduquer et à lutter contre les extrémismes en vue des élections 2024. Vous avez une carte joker qui s'appelle Remco Evenepoel. Vous nourrissez un espoir, même pas secret puisque vous venez de le dire. Absolument, je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler. Vous le savez peut-être, Remco Evenepoel a épousé très récemment Oumaima Ryan, son ancienne voisine de Skepdal. Vous comprenez à son nom qu'elle est d'origine marocaine. Le mariage a été, en termes de cérémonie, vraiment mixte. Il y avait une partie plus belge, je pense chrétienne, mais j'en suis pas sûr, et en tout cas une partie marocaine qui a impliqué que Remco se revête d'un jabador, un très beau jabador blanc et vert. La photo, quand elle a fuité, a vraiment provoqué des torrents de haine de la part de l'extrême droite. Et donc j'ai un petit espoir, c'est mon dernier espoir pour faire baisser, et je le dis sérieusement en plus, je pense vraiment que ça ferait baisser le Belang d'au moins 5%, que Remco, à la veille du Tour de France 2024, fasse un appel solennel aux électeurs flamands en disant qu'il ne pourra pas être bien concentré sur sa victoire au Tour de France si le premier parti flamand est un parti qui insulte sa belle famille. Et donc moi je fais appel à Remco. J'imagine bien qu'il est dans un monde de contraintes, notamment des sponsors qui est avec des contrats qui peut-être l'empêchent de prendre des positions politiques, mais de façon plus ou moins détournée, je suis certain qu'il peut en tout cas apporter une contribution à la lutte contre la montée du Belang. Voilà, retour studio après cette intervention, et on l'aura presque entendu, Edgar Schotz propose même de faire confiance à Remco Evenepoel pour convaincre, être une figure de proue pour convaincre nos compatriotes flamands de ne pas voter extrême droite juste avant le Tour de France. Un mot de conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, Caroline et Édouard Delruel, pour ne pas s'emprisonner dans nos extrémismes ? Alors je crois qu'il faut préserver ce qui existe, et effectivement, comme l'a rappelé Édouard, la vivacité de ce tissu des corps intermédiaires, l'éducation permanente, c'est effectivement très important. Et l'autre volet, c'est la citoyenneté, parce que nous préparons aujourd'hui, à travers l'enseignement, l'éducation, les citoyens de demain, et je pense qu'il y a encore un déficit à ce niveau-là dans le cadre de notre enseignement obligatoire. Il faut trouver les clés pour véritablement intéresser les jeunes à la participation citoyenne et demain à l'action politique. Édouard, aller chercher les désaffiliés, comme le dit Castel, aller chercher ceux, les oubliés, les autres, les subalternes, les migrants, et puis tous ceux qui se sentent déclassés de la société. Un des terreaux de l'extrémisme, évidemment, c'est de mettre les déclassés et les subalternes en concurrence, évidemment. Et c'est ça qui va attiser les haines réciproques, d'ailleurs, des communautés les unes contre les autres, autochtones, allochtones, etc. J'avais commencé ma petite intervention tout à l'heure en rappelant une phrase de Polanyi: pour comprendre le fascisme,
fascisme allemand, il faut remonter à l'Angleterre de Ricardo. Et donc je vais reformuler ça, reparagrapher ça pour aujourd'hui en disant si on veut éviter l'extrémisme, soignons la sécurité sociale, soignons le droit du travail, soignons les services publics. La première réponse, elle est d'abord là, c'est-à-dire un boulot, une vie épanouie, un quartier épanoui, un logement de qualité, la possibilité de la mobilité sociale, c'est-à-dire de regarder l'avenir avec confiance, de se dire mes enfants vivront mieux que moi. Je pense que ce sont les meilleures réponses à l'extrémisme. Et puis il y a évidemment aussi d'être très ferme sur les principes de l'état de droit, des libertés publiques, c'est évidemment tout à fait essentiel, mais on a fait le constat tout à l'heure que le problème c'était le terreau, donc il faut soigner le terreau, le revitaliser par un ensemble de politiques sociales et publiques qui donnent sa place à chacun. Et c'est la meilleure évidemment réponse à l'extrémisme selon moi. On fait le point en fin d'année, après cette année de campagne d'éducation permanente du Centre d'action laïque. Merci Édouard Delruel. Merci Caroline Sagesser pour votre présence. Merci à tous d'avoir choisi de nous écouter. Bonne fin de soirée et à très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.